De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Dossouliouvo, consultant en politique de développement, et de notre éditorialiste Daouda Tell. Tout de suite, le dossier du jour. Les retraités en Afrique sont nombreux à poursuivre une activité. En cause, le faible montant des pensions. Une grande part d'entre eux ont choisi l'agriculture pour leur reconversion, et notamment l'élevage. Au Togo, le Centre d'action pour le développement rural les accompagne. Reportage de notre correspondant Temefa Kofi. Les activités agropastorales sont-elles devenues un refuge pour les retraités en Afrique? Après plusieurs années de fonction au service de l'État ou du privé, ils sont nombreux à se retrancher dans leur village natal, disposant pour la plupart des terres cultivables. Cadres de l'administration publique ou privée, les activités agropastorales sont devenues leur principale occupation. Nous sommes à Kumakonda, une localité à environ 150 km de la capitale togolaise, Lomé. Les retraités pratiquant l'agriculture se comptent par dizaines. À 70 ans, cet ancien instituteur et secrétaire d'une société de construction de bâtiments et travaux publics s'investit dans l'agriculture. Sur une région montagneuse, il dispose d'un champ de 4 hectares. Pour y accéder, il faudra parcourir des dizaines de kilomètres à pied. Elina Madjima n'a pas acquis ce terrain grâce à ses épargnes. Nous sommes dans mon champ de manioc et je viens de faire ça nouvellement. Ce sont des variétés précoces qui font 1 an. Voilà. Tout ce que vous voyez, c'est le nouveau champ de manioc jusqu'à l'arbre. Voilà, ça s'étend. Et c'est un domaine acheté par mon papa qui nous a légué. On fait la purée de manioc, on vend ça aux gens. Il y en a qui achètent le manioc même, et il y en a qui font coconter avec le manioc. Voilà. Si on trouve un marché, on vend ça en lot. On partage en lot, on vend ça aux acheteurs. Chaque année, son champ de manioc lui rapporte entre 100 000 et 200 000 francs CFA. Ce montant lui permet de nourrir sa famille et préparer la saison prochaine. Mais l'âge avance et les rendements ne sont pas toujours les mêmes au fil des années. À une dizaine de kilomètres du canton de Kumakonda se situe un autre village. Il s'agit de Kuma Adamé. Là, se sont également réfugiés plusieurs retraités, notamment des instituteurs. Depuis octobre 2007 que Kofi Enakucha est parti à la retraite, il pratique le levage et l'agriculture qu'il développe sur un terrain de 2 hectares, héritage de ses parents. Mais aujourd'hui, en raison de certains problèmes de santé, la fréquence de ses activités agricoles est réduite. Il s'est alors rabattu sur l'élevage, mais là également, les difficultés ne se font pas rares. Je suis rentré au village en 2009. J'ai construit tout ceci là avant d'arriver. J'étais arrivé ici avec 45 chèvres et 296 volailles. Alors j'ai construit tout ceci. Bon, ça produisait très bien, mais quand j'évite les vétérinaires, ils viennent, ils font tout, mais les poussins meurent, les poules meurent. Les chèvres, on a commencé par les voler, et quand il y a une peste là, tout est décimé. Aujourd'hui, j'ai 17, avec 6 femelles qui portent bas. Maintenant, quand je me lève, je ne fais plus rien. Et je regarde les animaux, je les nourris, puis je vais au village, je reviens, je regarde la télé. C'est tout à cause de ma colonne vertébrale. Parce que les disques sont usés et j'ai des problèmes de bassin. Prendre sa retraite est quelque chose de très difficile. Peut-être ceux qui ne sont pas encore dans le cas ne comprendront pas. Il est très difficile parce que les pensions que nous percevons ne nous avantagent plus. Nous sommes âgés et nous ne pouvons plus faire des activités nécessitant beaucoup d'efforts physiques telles l'agriculture. Nous nous intéressons donc à l'élevage. Tous les matins, la famille Ankou, elle, donne à brouter à ses petits ruminants. Retraité depuis 10 ans, le chef de famille perçoit 80 000 francs CFA de pension pour avoir fait 30 années dans l'enseignement. Il dispose aujourd'hui d'une trentaine de chèvres et 18 moutons. Après l'enseignement, mes activités que je mène sont élevage et jardinage. Je le fais pour améliorer nos conditions de vie. Parce que
après ma retraite, ma pension est très maigre. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Alors je fais l'élevage et le jardinage pour améliorer nos conditions de vie et venir à bout de mes derniers enfants qui sont en études. Selon le Centre d'action pour le développement rural, une organisation installée dans la localité et qui accompagne depuis 2010 les personnes âgées reconverties dans les activités agropastorales, 75% des retraités pratiquent l'élevage. Depuis 2013, ce centre met en œuvre le projet dénommé « Projet de redynamisation du tissu social pour une gestion responsable du terroir ». Ils apportent des initiatives, mais nous analysons les initiatives par rapport à leurs compétences ou bien ce qu'ils peuvent faire à leur âge. Donc, en grande partie, nous les concentrons, nous les orientons vers l'élevage, parce que nous pensons que l'élevage peut les encadrer. Avec l'élevage, ils n'ont pas besoin tellement d'investissement en énergie. Pour la production agricole, je dirais que seulement 5% des retraités sont dans ce domaine. Et pour les secteurs, pour vous parler concrètement des secteurs, ça dépend de la capacité financière de la personne. L'agriculture, ça ne constitue pas en fait leur première source de revenus. C'est ce qu'ils font pour que leur pension de retraite n'achète pas tout. Donc ils sont originaires du milieu, ils ont les terrains. Donc pour ne pas être à la maison et vivre uniquement de leur pension de retraite, donc ils prennent une partie pour financer l'agriculture et payer les manœuvres. L'agriculture et l'élevage se présentent aujourd'hui comme un rempart pour beaucoup de retraités qui tentent de faire une seconde vie dans des conditions pas toujours les meilleures. Une fois à la retraite, la réalité surgit. Beaucoup se sentent abandonnés par l'État qu'ils ont pourtant servi durant leur jeunesse. C'est le cas de cet ancien député à l'Assemblée nationale, parti à la retraite depuis 2006. Nous souffrons, hein, parce que à la retraite, c'est pour cela que certains disent les retraités maltraités. Oui, non, on n'est pas du tout satisfait, non, sincèrement. Même à la fin de ce mois du mois d'octobre, mais quand je suis parti à la BTCI pour prendre de l'argent, mais on m'a fait une soustraction de 50 000. Oui, je ne sais pas pourquoi. La pension, c'est un calvaire. Hein? Alors qu'à l'époque, on pensait que lorsque on est retraité, bon, on se dit, on a beaucoup travaillé, on se repose et que par trimestre ou par mois, il y a un petit revenu qui tombe pendant la retraite, mais c'est plutôt le contraire. Pour la plupart des retraités, notamment en Afrique de l'Ouest, la pension de retraite ne permet pas de couvrir les besoins. Et c'est grâce à ces activités agropastorales qu'ils parviennent à s'autosuffire. Une manière donc pour ces personnes âgées d'apporter leur pierre à la lutte contre l'insécurité alimentaire. En 2011, l'Association internationale de la sécurité sociale estime à 40 millions le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus en Afrique. Ce chiffre devrait doubler en 2030 et dépasser les 200 millions en 2050. Et nous accueillons sur notre plateau notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors Jean-Marie, quel regard portez-vous sur ce phénomène? Est-ce que ce phénomène de reconversion des retraités dans les activités agricoles est nouveau? Le phénomène n'est pas nouveau. Bon, vous savez que chez nous en Afrique, comme on l'a dit dans le reportage, les pensions, c'est-à-dire des retraités, ne pèsent pas grand-chose. Et vous avez même des fois, quand vous avez ces caisses, c'est-à-dire de pension, les caisses de prévoyance, comme on les a appelées chez nous en Afrique, qui existent, il n'y a pas de fonds là-dedans parce que généralement, on le sait, dans certains États africains, on a vu des détournements de ces fonds-là qui sont opérés. Donc, les retraités n'ont pas de choix. C'est-à-dire la seule chose qu'il leur reste, vous avez deux catégories de personnes. Vous avez des gens qui ont préparé un peu, c'est-à-dire cette entrée-là dans l'agriculture après avoir été en retraite. Mais malheureusement, dans la plupart de nos États africains, vous n'avez pas, l'État devrait prendre ça en charge parce que ça permet
comment dirais-je, de continuer l'activité. Et ces gens-là peuvent utiliser leur expertise pour aider la jeunesse à entrer dans ce nouveau créneau-là qui, aujourd'hui, est un créneau qui est porteur pour nos États africains. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons une grande dépendance extérieure en tout ce qui concerne nos produits alimentaires. Donc, à partir de là, vous avez des gens qui ont travaillé dans les grands centres urbains et qui sont obligés de rentrer chez eux parce que le pouvoir d'achat ayant baissé, ils ne peuvent plus, si vous voulez, supporter de vivre dans nos grandes villes. Donc, à partir de là, ça devient pratiquement un phénomène qui, chez nous en Afrique, qui est inorganisé quelque part et qui porte préjudice, si vous voulez, aux anciens fonctionnaires. Et malheureusement, il faudrait leur mettre un cadre en place pour essayer d'encourager ça. Parce que ce sont des compétences aussi qui sont là. Parce que certaines de ces personnes-là, on a vu un député tout à l'heure dans le reportage, on retrouverait éventuellement les spécialistes de l'agriculture qui sortent des ministères, ainsi de suite. Alors que ces gens-là, une fois qu'ils sortent de là, ils ont certaines compétences. Et l'État devrait encourager ces gens-là à et les partager leurs compétences avec les jeunes, si vous voulez, dans les villages. Serge Dessouyouvou, justement dans le reportage, on a vu qu'il y avait pas mal de fonctions intellectuelles, des personnes qui avaient été employées à des fonctions plutôt élevées, des cadres. Alors c'est pas plus étonnant encore qu'ils en soient arrivés à devoir travailler après l'âge de la retraite? Non, c'est pas étonnant. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, comme on dit. Comment fonctionne le système de la retraite chez nous? Il est un peu calqué sur ce qu'on a connu, ce qu'on connaît encore jusqu'ici en France, sauf que, ou dans les pays occidentaux, j'allais dire, sauf que nous ne l'avons pas adapté chez nous. Les revenus, pendant que ces personnes sont en activité, sont très faibles. La retraite est constituée par des ponctions qu'on opère sur les revenus lorsque vous êtes en activité. Si le revenu à la base est faible, ce qu'on ponctionne pour votre retraite est forcément faible. Et donc, quand arrive le moment de la retraite, vous vous retrouvez avec la pension congrue. Donc, naturellement, vous êtes obligé d'avoir des activités complémentaires pour continuer à vivre, à avoir un certain niveau. Vous voyez, par exemple, l'exemple du député que nous avons vu. On ne peut pas avoir été député dans un pays, avoir servi la nation à ce niveau et se retrouver sans le sous-vaillant. Donc, il y a aussi une question d'organisation au niveau de nos États qui doit être mise en place. Sinon, ça va se perpétuer et nous n'allons pas sortir de ces situations difficiles de sitôt. Daouda, le principal problème, ça reste la faiblesse des pensions. Oui, la faiblesse des pensions, c'est un vrai problème qui ne permet pas aux retraités de disposer de fonds nécessaires pour s'établir convenablement. Après, il y a deux choses. On peut, quand on se met dans l'agriculture, soit c'est l'agriculture intensive ou extensive, on va dire. Moi, ça ne me gêne pas qu'un retraité puisse se retrouver dans sa petite ferme, dans son village, après avoir servi, en cultivant son jardin bio, ce qu'il mange, etc. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, finalement, d'autant plus que dans certains endroits, même en Afrique, on n'utilise même pas d'engrais. Ce qui coûte cher dans l'agriculture en Afrique, c'est les engrais, ce qu'on appelle les pesticides. Or, quand vous allez, pour faire une sorte de comparaison, dans les pays occidentaux, dits développés, manger bio, ça coûte cher. Ça coûte plus cher que manger classique, entre guillemets. Or, en Afrique, il y a des endroits où manger bio, c'est moins cher parce que justement, vous n'avez pas le coût des pesticides. Donc bon, cette petite agriculture familiale, à mon avis, est accessible à beaucoup de retraités africains, parce que ça ne demande pas beaucoup. Les terres sont là, l'Afrique c'est 60% des terres arables. Maintenant, si on veut passer à une échelle au-dessus et en faire vraiment un outil de développement vis-à-vis de ce public de retraités, je pense qu'il y a lieu de mettre en place des instruments pour permettre le financement. Par exemple, pourquoi pas un fonds qui se crée suivant les pays entre la caisse des pensions de retraite, le Trésor et les banques commerciales. Ça, s'il y a une volonté publique, politique réelle, on peut imaginer des mécanismes comme ça. Alors au Togo, ça. Il y a un organisme de suivi, le Centre d'action pour le développement rural, mais c'est pas assez. Non, parce que c'est pour le développement rural, donc cet organisme va s'occuper de tout ce qui est projets ruraux, etc. Mais par contre, pour avoir accès au capital, il me semble important que les caisses qui gèrent les pensions de retraite et le trésor public
puissent se mettre en partenariat via des conventions avec des banques ou des institutions qui peuvent financer les retraités qui peuvent être solvables. Ce n'est pas parce qu'on a une petite pension de retraite qu'on ne peut pas lever 1 million de francs CFA suivant le pays dans lequel on est, puisque ça peut être du microcrédit aussi. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec Daouda? Oui, je suis d'accord avec Daouda, c'est-à-dire c'est surtout comme Serge l'a dit tout à l'heure, au niveau organisationnel. Il convient d'organiser ça. Daouda vient de souligner un point qui est important, c'est que la majeure partie de la population africaine, c'est une population qui est une population rurale et qui vit essentiellement de l'agriculture. Vous avez pratiquement des taux qui sont relativement élevés dans tous les États africains. C'est aux États africains, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place des outils, des modalités qui vont être, comment dirais-je, des espèces de catalyseurs pour essayer de faire partir les gens dans l'agriculture. Et quand vous avez, par exemple, un cadre qui rentre, un cadre a une certaine expertise dont j'ai parlé tout à l'heure là, cette expertise-là pourrait servir justement pour essayer d'augmenter la productivité, parce que ce sont des gens qui ont une certaine expertise, même quand elle est dans un autre domaine, elles peuvent facilement être transposables dans le domaine agricole, et à partir de là, vous avez nos États qui peuvent facilement booster l'agriculture, parce que ces gens-là... Et ça ne pose pas un problème de participer comme ça au vieillissement de la filière, alors qu'on parle en ce moment d'amener les jeunes vers l'agriculture? Quand on parle du vieillissement de la filière, il faut voir dans quelle filière est-ce que nous sommes, Fanny. Là, vous avez l'expertise qui est nécessaire. Il n'y a pas seulement comment dirais-je, les forces vives qui doivent se lancer dans l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, chez nous en Afrique, quelqu'un va à la retraite à quel âge? À 60 ans. À 60 ans, l'espérance de vie augmentant progressivement, il est quand même important et pas mal pour les États africains de pouvoir se servir de ces compétences-là. On parle souvent de transfert de compétences, de transfert d'expérience. Ces transferts-là ne doivent pas se faire uniquement au niveau des technologies quand nous en parlons. Ces transferts de compétences-là peuvent se faire, c'est-à-dire au niveau des secteurs, et d'autant plus que c'est un secteur qui est primordial pour nous, les Africains. Oui, Serge de Souillot, très rapidement. Ce que j'allais ajouter à l'intervention de Jean-Marie, c'est que c'est un véritable défi, un enjeu pour les pays africains dans les 30-40 prochaines années. La population du monde va augmenter de façon exponentielle. L'Afrique est considérée comme le grenier. Et c'est pour ça que je pense que le dispositif dont parle Daouda ne peut pas être que financier. Il est organisationnel au niveau humain, comme dit Jean-Marie. Mais ça veut dire aussi qu'en amont, il faut relever les rémunérations pour que ce soit la ressource intellectuelle qu'on utilise. Parce qu'il faut faire attention dans ce que nous sommes en train de discuter. C'est ceux qui doivent aller dans l'agriculture pour compenser les pensions. Parce que tout à l'heure, Jean-Marie parlait de ceux qui préparent leur départ. En général, c'est ceux qui ont déjà une activité agricole avant même d'arriver à l'âge de la retraite. Et ceux dont parle le sujet, c'est ceux qui se font surprendre entre griffes par la retraite et qui donc doivent nécessairement engager une activité. Ils sont contraints d'y aller. Donc forcément, alors ça veut dire que tous les dispositifs qui soient financiers, organisationnels, on va dire, et structurels, doivent être repensés par nos États pour que les compétences issues de ces personnes puissent être utilisées et que la force vive soit utilisée au bon endroit et que ça soit vraiment un relais de croissance pour nos économies. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Les manifestations politiques sont interdites à Kinshasa. La décision émane des autorités provinciales qui la justifient par le souci de préserver l'ordre dans un contexte de fin du mandat du président Joseph Kabila fixé au 19 décembre 2016. La même date choisie par le rassemblement de l'opposition pour manifester en faveur du départ du chef de l'État. Et le Nigeria s'est finalement tourné vers le Pakistan et la Russie afin d'obtenir l'armement aérien nécessaire dans sa lutte contre le groupe Boko Haram. Il y a quelques mois, le président Muhammadu Buhari, lors d'une visite officielle aux États-Unis, avait essuyé un refus quant à sa volonté d'acheter des armes et des avions pour lutter contre le terrorisme. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.